Donc ça, c'est vraiment notre bilan. On prévoit être carboneutre à terme parce que la période de construction, on l'a compensé avec les GES, avec la plantation des arbres, avec Jour de la Terre. Puis la chaux, à l'époque, on sait que c'était utilisé pour, justement, dans le cadre d'inhumation, pour couvrir des inhumations et empêcher les effluves, les maladies. Une sorte de manière de purifier la chose avant de refermer. Le REM, c'est 67 km. C'est 26 stations. C'est un tout premier métro léger automatisé ici au Québec, à Montréal. Dans ce balado, on vous donne accès aux coulisses de ce grand projet et au moment historique de sa mise en service. Je m'appelle Jean-Vincent Lacroix, je suis directeur des communications chez CDPQ Infra, mais avant tout, un grand passionné de transport et d'infrastructure. Bienvenue à Prochaine Station. Aujourd'hui, à Prochaine Station, on va parler d'environnement. D'environnement sur un grand chantier de transport, parce que il y a toutes sortes de composantes auxquelles penser. Et en deuxième partie d'émission, on va parler d'archéologie. Et là, pourquoi on parle d'archéologie? C'est parce que dans le cadre des travaux du REM, on a fait des découvertes fascinantes. Et on va rentrer dans tous les détails de ces découvertes-là avec Marine Pouèche, qui est archéologue chargée de projet chez Ethnoscope. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Élisabeth Boivin, qui est directrice en environnement chez CDPQ Infra. Bonjour Élisabeth. Bonjour Jean-Vincent. Élisabeth est directrice en environnement pour le REM depuis 2016. Oui, tout à fait. Je suis arrivée à la fin de l'année 2016. Donc, 2016, là, on plonge dans le passé. Là, c'est presque au début du projet. Et là, pour partir la conversation, j'aimerais te présenter quelque chose. En fait, c'est la une du journal La Presse. À l'époque, que c'était papier. Donc, en 2016, c'était papier. C'est lorsqu'on a annoncé le projet en avril 2016. Donc, à ce moment-là, tu n'es pas parmi nous. Tu n'es pas dans l'équipe du REM, mais tu vois ça. Tu as déjà ce chapeau-là environnemental et tu embarques dans l'aventure du REM la même année. Qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un en environnement de dire hey, « moi, j'embarque dans un projet de 67 km de transport collectif ». Ça fait un gros wow. Ça fait un gros wow. En fait, moi, je suivais déjà l'actualité en 2016 et c'est sûr que quand le REM est apparu dans le décor, j'étais fascinée par ce projet-là. Fascinée par son envergure. Fascinée par ce nouveau joueur-là qui arrivait dans le décor au Québec, que je connaissais pas. Et je trouvais ça vraiment surprenant quand l'annonce a été faite, là, parce que rapidement, en fait, ce projet-là a pris forme et on n'a pas l'habitude de ça au Québec. Habituellement, on entend parler des projets longtemps à l'avance. Alors, rapidement, je me suis vraiment informée de près. Et pour ça que j'ai été très, très heureuse quand j'ai reçu un coup de téléphone pour initier le processus d'embauche pour être embauchée à CDPQ Infra. Donc là, on annonce le projet avril 2016. Tu arrives dans l'équipe en décembre 2016. Tu as le chapeau, la responsabilité de l'environnement. C'est quoi notre rôle quand on est responsable de l'environnement pour un projet d'une aussi grande ampleur que le REM? Au début, il y avait un gros processus de cartographie des permis en fonction de l'échéancier du projet, puis de s'assurer de pouvoir livrer les permis environnementaux à temps pour la construction, en coordination avec notre entrepreneur. Donc ça, c'était vraiment le premier rôle que j'ai tenu. Puis là, il y a des gens, il y a toutes sortes d'opinions sur l'environnement. Il y a évidemment l'environnement, c'est un mot qui est fondateur. Tout le monde sait, pour le futur, c'est important d'être soucieux. Mais tu as des gens, des fois aussi, qui disent, mais est-ce qu'on s'accroche trop dans les considérations environnementales? Là, on parle de transport collectif. Ces gens-là qui disent, est-ce qu'on s'accrochait dans les détails? Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que là, tu parles de permis, de ruisseaux qu'il faut traverser. C'est quoi l'importance d'avoir cette rigueur-là sur chaque élément qui ont un enjeu, un impact pour faire avancer, ultimement, un projet de cette amplitude-là? Ah ben, c'est un incontournable. On peut vraiment pas... je veux dire, premièrement, la taille du projet fait en sorte que c'est énorme, 67 kilomètres. Des fois, ce que je mentionne, même à des gens près de moi, de ma famille, c'est que je leur explique que des fois, on perd de vue, en fait, l'envergure du projet. Au bureau, on se promène sur notre cartographie, on est sur l'ordinateur, on se promène. J'ai tel enjeu, un milieu humide à Brossard. Puis là, tu zoomes sur Brossard. OK, faut qu'on parle à la ville, faut qu'on parle au ministère de l'Environnement. Puis là, quelqu'un vient de voir, finalement, j'ai un souci avec le bruit à Saint-Eustache. Là, tu dézoomes, tu rezoomes à Saint-Eustache. Mais
c'est 67 kilomètres, c'est de multiples villes, multiples milieux naturels qu'on traverse, qu'on croise. Donc, il faut apporter de la rigueur sur tous ces éléments-là. Là. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des lois, il y a des règlements. Puis, il y a une question aussi de sensibilité. Tu sais, les milieux naturels, on le sait, surtout dans la grande région de Montréal, ils sont peu nombreux. Donc, il faut vraiment y apporter toute l'importance qu'elles méritent. Là, tu disais l'ampleur du projet. Pour les gens qui nous écoutent, 67 km, dans le fond, c'est l'équivalent de la longueur du métro de Montréal. Le métro de Montréal est 71 km. Donc, dans le fond, tu es derrière... C'est comme si on doublait le métro demain matin. Ben demain matin, dans quelques années, mais quand même, c'est immense. Ah oui, c'est énorme. C'est vraiment ça. C'est un nouveau réseau de métro qu'on vient créer, celui-ci principalement en surface. Mais c'est vraiment exaltant et pour une ingénieure de travailler sur ces équipes-là. Parce qu'en fait, c'est ça la beauté de ces projets-là, c'est que c'est vraiment multidisciplinaire. Donc, tu sais, on travaille, oui, moi, mon chapeau, il est de veiller à ce que l'environnement soit pris en compte, mais on discute constamment avec les équipes, soit de conception pour éviter justement des milieux naturels, pour s'éloigner de milieux sensibles. On parle avec toutes les disciplines, là, des biologistes, des acousticiens, des archéologues. Toutes les disciplines doivent être représentées pour s'assurer qu'on mène à bien notre mandat. Là, je veux qu'on rentre dans un exemple précis parce que, bon, il y a des enjeux, il y a des éléments qu'il faut être sensible, qu'il faut éviter, qu'il faut mitiger, mais des fois, on peut innover aussi. Puis là, je veux t'amener à parler de la fiducie foncière agricole REM. C'est quand même un projet que tu as à cœur. Mets-nous un peu en contexte dans comment on est arrivé à créer cette fiducie. Ben en fait, la fiducie agricole REM, c'est vraiment un bel exemple parce que c'est une idée, en fait, qui est venue de la société civile. Donc, pendant le BAP, pendant les audiences publiques du BAP, on a Vivre en ville, qui est un organisme à but non lucratif, qui est venu présenter un mémoire, puis qui nous a proposé à CDPQ Infra de fonder, en fait, une fiducie pour compenser la perte des terres agricoles à Brossard. Parce qu'à Brossard, on se rappelle que notre station terminale, on est au sud de l'autoroute 30. À l'époque, on se faisait beaucoup critiquer parce que l'autoroute 30, c'est une barrière psychologique où, en fait, là, le zonage, la ville et l'UPA militaient beaucoup pour qu'il n'y ait jamais de dézonage au sud de l'autoroute. Bon, pendant l'étude d'impact, on a étudié vraiment tous les cadrans de ce secteur-là, l'intersection de l'autoroute 10 et l'autoroute 30, pour arriver à la conclusion qu'on devait s'installer sur des terres agricoles. Et puis là, nous, on a mis l'équivalent du 30 hectares de terres agricoles sur lesquelles on a installé notre station en valeur monétaire dans la fiducie. Puis la fiducie, il y a 7 fiduciaires qui siègent sur le conseil d'administration. Et le mandat de la fiducie, c'est d'acheter des terres agricoles. Donc, le but de la fiducie, c'est de remettre en culture des terres agricoles autour de la station terminale du REM pour vraiment contrer l'étalement urbain. Donc, on veut envoyer un message clair que la station terminale, ça a été comme une petite brèche, mais après, on vient ceinturer la station terminale, remettre en culture et aussi prévoir de l'approvisionnement local, l'achat local. En fait, un jour, on aimerait ça pouvoir vendre des produits frais à la station de Brossard. Donc, on parle d'agriculture. Maintenant, je fais un bond, je vais du côté des GES. Parce qu'on le sait, quand on bâtit du transport collectif, essentiellement, on veut laisser l'auto à la maison, on embarque dans du transport collectif, on évite des GES. Mais il faut le construire. Le construire, c'est du béton, c'est des stations, etc. Comment on fait pour mitiger un peu cette espèce d'équilibre-là? Dire oui, c'est beau à terme, mais en attendant, je le construis, je le bâtis. Qu'est-ce qu'on a fait du côté du REM? Bien, du côté du REM, on a estimé au moment de la planification du projet les GES qui allaient être émis pendant la phase de construction. Et une fois qu'on a obtenu le volume estimé des GES émis en construction, on a mis en place un partenariat avec le Jour de la Terre pour planter des arbres partout autour de Montréal pour aller compenser les émissions de GES qu'on avait émis pendant la construction. Donc ça, c'est vraiment notre bilan. On prévoit être carboneutre à terme parce que la période de construction, on l'a compensé avec les GES émis avec la plantation des arbres avec Jour de la Terre. Mais là, ça en fait des arbres. C'est un gros projet. On parle de combien d'arbres à peu près, juste pour nous donner une idée? Bien, c'est 250 000 arbres. 250 000 arbres.
qu'on plante encore actuellement. Donc, on prévoit terminer le programme de plantation en 2023 avec Jour de la Terre. Bien là, tu m'amènes sur la suite parce que je voulais parler des générations futures. On parle des efforts qui sont faits à court terme, mais pour les générations futures, d'un point de vue environnemental, c'est quoi l'importance de projets comme le REM? Ben, moi, je suis convaincue que c'est la voie du futur, dans le sens où on regarde les jeunes générations, les moyens de transport. Les transports, en fait, au Québec, c'est là encore la plus grande source d'émissions des GES. Et puis, si on veut vraiment lutter efficacement contre les changements climatiques, il faut qu'on change nos habitudes. Puis, comment on change nos habitudes? C'est qu'on offre du service de transport collectif fiable, efficace, agréable. Une fois que les gens vont embarquer dans la voiture du REM puis passer sur le pont Samuel de Champlain, on se rappelle, nous, on a eu l'exclusivité là, comme employé de le tester, là, mais l'expérience est vraiment incroyable là, parce que c'est tout vitré. Là. Donc, moi, je suis convaincue que les jeunes, surtout, ça va passer par eux une fois qu'ils vont avoir goûté à ça. Maintenant, tous les outils électroniques, les applications, c'est de changer les comportements pour les générations futures. Mais ça prend un service qui est rapide, fiable et efficace. Pour conclure un peu là-dessus, parce que tout ça, c'est beau, mais la difficulté, c'est qu'il faut faire passer ce trajet-là dans des secteurs, il y a des gens qui habitent là. Tu as aussi un chapeau pour l'exploitation lorsque le REM va rouler. Parle-nous un peu, c'est quoi qu'on surveille pour que le REM soit un bon voisin en termes de vibrations, de bruit, de poussière? Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre? Bien, en fait, oui, ça, c'est super important parce qu'on est effectivement à plusieurs endroits là, dans des communautés déjà habitées. Donc, ça, c'est une préoccupation vraiment très importante. Bien, dans notre décret du gouvernement du Québec, on avait des obligations vis-à-vis du ministère de l'Environnement. Donc, nous, on a transposé ces obligations-là à nos entrepreneurs. Donc, en ce moment, justement, on a revu toutes les modélisations sonores du REM une fois qu'il va être en service. Et la conception a pris en compte les impacts à certains endroits le long du tracé. Quand il y a les impacts significatifs, donc selon les critères du ministère de l'Environnement et du ministère des Transports du Québec, on a construit les murs anti-bruit. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent en fait que dès la mise en service, les mesures de mitigation pour l'exploitation vont déjà être en place. Donc, les murs anti-bruit vont être là. Mais nous, ça ne nous décharge pas par la suite. Là, on a l'obligation de suivre annuellement le climat sonore, donc le bruit en exploitation. Même chose pour les vibrations, même chose pour les émanations, poussières, etc. Ça doit pas être... Les poussières, il n'y en a pas essentiellement. Là, en exploitation, je veux dire, c'est un système automatisé sur rail. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très minime. Là. En fait, c'est négligeable là, dans le contexte montréalais. Au niveau des vibrations, ça aussi, on a fait une modélisation détaillée avec tout le système, puis avec les infrastructures, comment on s'est construit. À certains endroits, on est sur du ballast. À certains endroits, on est sur une structure aérienne sur laquelle les rails sont soudés. Donc, vraiment, en fonction de tout le design, toute la conception du projet, on a modélisé. Et puis, à certains endroits, on a ajouté des mesures, comme par exemple des tapis qui absorbent les vibrations sous les rails. Elisabeth, c'est fascinant. J'adore ça, parler d'environnement. C'est du transport collectif, tu l'as dit, c'est l'avenir, mais en même temps, il ne faut pas négliger les détails. Il faut regarder chaque étape, puis il faut avancer, surtout que là, on parle de quelque chose de colossal à terme. On va faire une transition musicale. On va revenir pour la deuxième partie de cet épisode-là avec un autre invité, Marine Puech, que tu connais bien. On va parler d'archéologie. Alors, pour faire cette transition-là, je t'invite à écouter. Ça va nous introduire vers la communauté irlandaise et l'initiation, l'innovation qu'on a faite avec l'archéologie. Merci beaucoup, Elisabeth. De rien. Donc, pour le deuxième segment de cet épisode de Prochaine Station, on plonge dans le domaine de l'archéologie avec Marine Puech. Bienvenue, Marine. Bonjour, merci de m'accueillir. Grand plaisir. En fait, je suis très excitée. Moi, j'ai grandi avec les Indiana Jones de ce monde. Donc, quand on parle d'archéologie, je deviens souvent très excitée par ce sujet-là.
Dis-moi, d'entrée de jeu, on pourrait se demander, un projet comme le REM, des travaux, des chantiers, qu'est-ce que fait un archéologue? Quel est son rôle dans des projets de cette envergure-là? Bon, c'est sûr qu'un archéologue, il va pas débarquer sur un chantier avec son chapeau puis son lasso puis dire « Arrêtez de creuser, laissez-moi passer, je vais fouiller puis vous arrêtez ça pendant 6 mois. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On est consulté vraiment en amont des projets. Dès qu'il y a un projet de développement urbain, l'archéologie est une des ressources qu'on va aller chercher pour démontrer qu'est-ce qu'on doit faire en préalable d'une excavation ou au cours d'une excavation pour s'assurer que la ressource archéologique, si elle est présente, puis ça, on le détermine via des études de potentiel archéologique où on fait intervenir toute la connaissance du terrain, la géologie, l'étude des cartes anciennes, tout ça. Puis ça, on va déterminer, OK, si vous allez creuser là, ça se peut que vous trouviez quelque chose. Il y a un potentiel de, par exemple, trouver des sites préhistoriques parce qu'on est à côté d'un ruisseau qui était navigable, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, cet espace-là avait émergé des eaux. Donc, c'est tout ça. Puis pour la période historique, on a des cartes anciennes, puis ça nous permet de dire, là, si vous intervenez là, ça se peut que vous tombiez sur quelque chose. Il ne faudra pas être surpris. Donc, l'archéologue, il va vraiment rentrer très, très tôt dans un projet de développement et son intervention va être faite en fonction des recommandations qu'on a faites dans un rapport qu'on met à nos différents clients à ce moment-là. Donc, il y a rarement des surprises. Oui, il y a encore des cas de découverte fortuite, puis là, on est surpris. Mais en règle générale, c'est assez bien documenté. Le territoire est assez bien documenté en termes de potentiel. Donc, on est capable, avec le ministère de la Culture, d'avoir un avis sur les actions à entreprendre avant toutes sortes de travaux en ville ou ailleurs. Donc, un peu un gardien de l'histoire. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr, ça passe par les études de potentiel d'abord. Puis, quand on est sur un terrain où on a détecté qu'on avait probablement de quoi faire, on va faire un inventaire archéologique. Donc, ça, c'est comme des petits sondages ou alors ça peut être juste de la supervision. On va suivre une pelle mécanique, puis on va faire nos enregistrements rapides parce que oui, on sait qu'il y a quelque chose, mais l'importance, on n'en est pas sûr. Donc, on va suivre les travaux. On va être, c'est ça, un peu le gardien de nos sous-sols. Et là, un archéologue qui débarque dans le projet du REM, les gens se demandent quel est le lien. Elisabeth, juste nous mettre en contexte quel élément a été le déclencheur pour aller chercher l'expertise de Marine et des équipes d'Ethnoscope? En fait, on a dû cartographier l'ensemble du projet. Donc, le 67 km a fait l'objet d'études de potentiel archéologique. C'est quoi ça, une étude de potentiel archéologique? C'est l'analyse des cartes anciennes. Donc, ça, c'est vraiment les firmes qu'on a embauchées, dont Ethnoscope a réalisé. C'est-à-dire, ils prennent toutes les cartes historiques de la grande région de Montréal et ils les superposent au tracé du REM. Puis avec ça, on vient déterminer y a-t-il des endroits sur le tracé du REM qui sont des zones où il y a un fort potentiel archéologique, donc où il faut réaliser un inventaire. Donc, c'est ça qu'on a fait sur l'ensemble du tracé. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en 2018 à identifier le cimetière des Irlandais sur le tracé du REM. Cimetière des Irlandais, Marine, explique-nous un peu l'importance de ce site-là pour l'histoire de Montréal. Là, il faut se replacer à la date, on est en 1847. En juin 1847, les premiers immigrants irlandais atteints du typhus ou pas, arrivent à Montréal. Puis qu'est-ce qu'on fait avec eux? Où est-ce qu'on les place? Donc, il y avait toute une question de comment les éloigner de la ville pour pas que le typhus se diffuse dans la population montréalaise de l'époque. Et pour les abriter les premiers temps, en fait, on les a placés dans ce qu'on appelle des sheds, des appentis, qui avaient été construits justement à Montréal déjà pour l'épidémie de choléra, pour des immigrants aussi irlandais qui étaient arrivés à ce moment-là. Et on les a placés là. Mais à un moment donné, le flux d'immigrants était tellement énorme qu'il a fallu reconstruire quelque part ailleurs des chaises, des appentis, des hôpitaux temporaires pour les soigner, les accueillir et évidemment les enterrer s'ils mouraient. Donc, c'est ce qui s'est passé à la Pointe Saint-Charles. Puis, en fait, pour le situer, pour ceux qui connaissent le secteur, ce cimetière-là, puis ces hôpitaux-là étaient situés le long de la rue Bridge, vraiment à l'entrée du pont Victoria présentement. C'est la première fois qu'on est intervenu en tant qu'archéologue scientifique sur ce site-là avec des méthodes adéquates. C'est comment la recherche s'est faite et qu'est-ce qu'on a trouvé à travers la construction, en fait, les recherches préalables à la construction? Oui, c'est sûr que pour la phase terrain, c'est vraiment spécial.
Comment ça se passe, c'est que nous, on travaille à bord d'une nacelle qui a vraiment le diamètre en fait du pilier. La nacelle est retenue par une grue, un genre de piqueur, puis ça nous lève dans les airs. On fait attention s'il y a des passages de train. On est en communication avec le CN qui nous donne le go ou non pour y aller. Et puis là, la nacelle descend tranquillement, pas vite, jusque dans le fond. Puis là, on a des ouvertures dans le fond de la nacelle. On a 6 ouvertures. C'est comme des pointes de camembert. Puis on fait plusieurs tests comme ça. Et jusqu'à un moment donné où on voit apparaître de la chaux. Puis la chaux, là, une grosse quantité de chaux. Puis la chaux, à l'époque, on sait que c'était utilisé pour, justement, dans le cadre d'inhumation, pour couvrir des inhumations et empêcher les effluves, les maladies. Une sorte de manière de purifier la chose avant de refermer. Et donc là, on s'est dit, bon, ça, c'est un bel indice qu'on est peut-être dans une fosse d'inhumation. Donc, on a continué, puis jusqu'à voir du bois de cercueil. Petit à petit, on dégage les morceaux de bois. On commence à voir une organisation. OK, c'est des cercueils, c'est sûr. La forme est hexagonale, comme on s'attend d'un cercueil. Oui, il y a des petites perturbations, mais au fur et à mesure, tout ce qu'on dégage, on le dessine, puis là, ça commence. Ça apparaît. Là, on a une belle organisation qui apparaît. C'est une intervention qui a duré une dizaine de jours, au final. C'est pas très long. Mais petit à petit, on a fait tout apparaître l'organisation d'une partie d'une fosse commune dans laquelle il y avait des individus inhumés chacun dans un cercueil. Donc, ça s'est présenté comme ça. Au final, on a pu mettre au jour ça, puis voir qu'il y avait 2 niveaux de cercueil, en fait. Il y avait 2 étages de cercueil, vraiment collés les uns sur les autres. Donc, il y avait pas... Ils ont déposé le cercueil, puis ils ont les cercueils, des rangées de cercueils, puis on en disposé d'autres directement au-dessus. Et c'était vraiment fait en plus dans un esprit, ça on a pu le détecter, même c'est 7 mètres carrés de fouilles, c'est pas grand-chose sur la superficie du cimetière. On est à 1% peut-être de l'emprise de tout le cimetière. Et là-dedans, on avait quand même 14 individus dans 7 mètres carrés. C'est énorme d'avoir fait cette découverte-là. Tout de suite, je pense à la communauté irlandaise. Pour eux, c'est une porte sur l'histoire qui s'est ouverte directement sur ce qu'ils lisaient, ce qu'ils entendaient, mais là, ça s'avère. Elisabeth, dis-moi, c'est quoi la collaboration qu'il y a eu avec la communauté irlandaise? En fait, dès 2018, quand on a justement superposé le tracé du REM puis qu'on a réalisé qu'on était sur le cimetière, tout de suite, on s'est dit, ça nous prend absolument l'aval de la communauté irlandaise pour réaliser ces travaux-là. On comprenait très bien la sensibilité que ça comportait. Donc, on a ouvert un dialogue et on les a rencontrés, en fait, à plusieurs reprises. Donc, on a maintenu un dialogue vraiment tout au long de la planification des travaux et on a même offert aussi une cérémonie en amont. Donc, on trouvait ça important avant d'aller creuser ce pilier-là, d'offrir à la communauté la possibilité de faire une cérémonie. Donc, on est allé prélever des sols à l'endroit du pilier et on les a amenés de l'autre côté de la rue Bridge où là, la communauté, au mois de juin 2019, a fait une cérémonie. Pour une archéologue, est-ce que c'est une occasion d'une vie, une découverte comme ça avec le contexte? Oui. Ben oui, parce que c'est rare déjà dans un projet qu'on aille aussi loin dans des analyses comme ça. Puis là, j'en ai pas parlé, mais on va faire aussi des analyses génétiques qui sont en cours avec le QTR. Donc, tout ce qu'on avait à disposition en 2022, on a quasiment tout fait ce qu'on pouvait faire pour faire parler ces ossements-là. Et puis, c'était aussi une première dans le sens dans la méthodologie qui a été appliquée à la fouille du terrain. Je veux dire, remonter à bord d'une nacelle, lever à bord d'une grue, au-dessus des rails, avoir une superbe vue sur le pont de Saint-Charles, puis tout le centre-ville. Ouais, c'est la première fois que pour un projet, j'ai dû me former au travail en espace clos, au travail en hauteur. C'était comme plein de choses toutes nouvelles. Puis aussi, comment on fouille ça? Parce que on n'a pas l'habitude d'opérer dans un caisson. Donc, ça va être quoi mes points de repère pour faire un plan? Comment on va s'organiser? Comment on fouille ça pour être efficace? C'est de l'argile, ça colle, c'est mouillé. Il faudrait voir les photos quand on fouillait. Mais on sortait de là, on n'était pas présentable. C'était quelque chose. Effectivement, juste pour revenir sur la nacelle, là, parce qu'elle a été développée là, spécifiquement pour ce pilier-là. Puis, en fait, on a réfléchi, là, ça a pris du temps, du brainstorm en équipe sur OK, mais c'est bien beau de descendre l'archéologue, mais comment il va travailler dans le fond? Il ne peut pas se mettre à genoux directement sur les ossements parce qu'on ne veut pas les écraser. Il faut faire une fouille en bonne et due forme. Donc, on a développé cette nacelle-là à l'aide de
tous les gens étaient représentés, le santé, sécurité, conception, construction, archéologie, environnement, communication, le dialogue avec les Irlandais. C'était ça aussi, la beauté. C'était vraiment tout le travail d'équipe qui s'est réalisé autour de développer cette nacelle-là qui était vraiment unique, là. Merci pour votre sensibilité. Merci pour aussi le partage de toute cette information-là. C'est vraiment un beau... c'est un pan d'histoire, en fait, que vous avez révélé. Et je vous en remercie beaucoup. Merci à toi. Merci. On termine cet épisode de Prochaine Citation avec Rose, notre conseillère communication numérique. Rose, aujourd'hui, tu nous amènes dans les coulisses de la signalétique. La signalétique, c'est quand même un vaste chantier de réflexion parce que c'est pas juste du graphisme, c'est pas juste de l'esthétique. Il y a une volonté d'être très fonctionnel. Donc, la signalétique, c'est les cartes, c'est les flèches, c'est les directions, c'est les pictogrammes, c'est une foule d'éléments auxquels il faut penser. Et tu vas nous expliquer un peu c'est quoi qu'il y a eu comme réflexion du côté du REM. Oui, bien en fait, c'est ça. La signalétique, ça l'aide les usagers à se repérer dans le réseau puis savoir où aller. Nous, au départ, on s'était dit, on va développer une signalétique qui est très propre au REM, qui est à notre image, qui est distinctive aussi de ce qu'on retrouvait ailleurs. Puis finalement, ce qu'on s'est dit, bien, notre priorité, c'était que les gens se repèrent dans le réseau. Et pour se repérer, l'aspect de nouveauté, c'était peut-être pas la meilleure chose. Pas une bonne idée, non. Donc, l'idée, ça a été justement de plus se coller à ce qui existait déjà. Les autres réseaux de transport à Montréal ont une signalétique qui est semblable, c'est-à-dire qu'on partage des couleurs, des pictogrammes, des polices aussi, qui sont similaires. Comme ça, les gens qui passent à un réseau à un autre, puis on sait, on a des stations intermodales, donc ça va arriver que les gens passent du métro de Montréal au REM. On veut que ça se fasse fluidement, puis qu'il n'y ait pas une coupure nette, sec. Donc on réinvente pas la roue, on essaie de se coller aux référents que les gens connaissent. Exact, puis qui se sont déjà appropriés, qui sont familiers pour eux, pour que l'expérience soit agréable et sans trop d'accroche. Mais il y a quand même des petits traits distinctifs. Il y a des petits traits distinctifs. Un que les gens vont pouvoir remarquer, bien, entre autres, si je prends le métro, puis c'est un exemple qu'on retrouve aussi ailleurs, souvent le logo, ça va être un pictogramme. Puis dans le cas du métro, c'est la flèche. Nous, le REM, on a vraiment décidé de miser sur le R pour faire en sorte que c'est comme notre logo, qui est une lettre. C'est ça, ce qu'on appelle un identifiant du réseau. Nous, c'est le R qui est notre choix. Qui va vivre à côté de la flèche là, du métro Montréal. Puis si je peux faire une petite parenthèse sur la notion de carte, parce que c'est vraiment important quand tu regardes une carte de repérer rapidement chacune des lignes. Puis nous, quand on a défini la couleur de l'identifiant du REM, le R que tu viens de dire, il est vert. Le vert est très présent. Puis on s'était posé comme question, est-ce que ça pourrait pas être une couleur qui est complémentaire à ce qu'on connaît du métro de Montréal? Donc, le métro, c'est bleu, vert, jaune, orange. Il manque le rouge. Donc, on s'est vraiment là, jusqu'au bout posé. Pourquoi pas une ligne rouge? Puis je te dirais que c'est la signalétique qui a fait un peu trancher parce que le rouge dans un réseau de transport, bien, c'est une sortie d'urgence. C'est tout ce qui est rattaché à, c'est ça, les urgences, la sécurité. Donc, on a fait le choix justement d'oublier malheureusement le rouge, même si ça aurait été dans une carte métropolitaine relativement, pas relativement, mais complémentaire. On a fait le choix du vert, mais quand les gens vont le regarder, la carte du REM, là, il y a quand même des petits éléments distinctifs là, par rapport à ce qu'on retrouve de la ligne verte du métro de Montréal. La signalétique, elle va être aussi très importante parce que on a un tronçon principal, mais à un certain moment, le tracé du REM se segmente en 3 branches. Ouais. Donc, les gens vont devoir adapter leur façon d'emprunter le REM en fonction de regarder vers où ils veulent aller dans la finalité, en fait, de leur parcours pour savoir quelle branche emprunter. Bien, puis si je regarde sur les cartes là, qu'on est en train de finaliser, qu'on va retrouver dans le réseau, ça va être identifié par A1, A2, A3, A4. Donc, la REM, finalement, c'est la ligne A, mais le 1, 2, 3, 4 identifié, c'est ce que tu viens de nommer, là, les destinations finales, que ce soit la Rive-Sud, de Montagne, l'aéroport ou l'Anse-à-Lorme. Au-delà de la signalétique, j'aimerais ça que tu nous parles sur une particularité pour aider à circuler, c'est les indicateurs de charge. Ça aussi, c'est assez nouveau. Il y en a un peu dans le métro, mais nous, c'est particulier comment on les installe. Les indicateurs de charge, en fait, ça va être ça va être indiqué en haut des portes, avant d'embarquer dans le métro. Le niveau d'achalandage, dépendamment de où qu'on se trouve, parce que quand il y a 4 voitures là, attelées ensemble, c'est quand même assez long. Donc, ça va nous inviter justement à aller aux endroits où il y a moins de gens pour qu'on s'assure que ça soit bien réparti là, dans la voiture. Donc, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on a un amas de personnes à l'entrée ou à certains endroits. Bien là, on va s'assurer d'indiquer aux gens vers où aller avec ces indicateurs de charge qui vont être au-dessus des portes. Alors, je vous invite, là, quand vous allez embarquer dans le REM, regardez bien tous ces détails-là. C'est pensé, c'est réfléchi. Puis si vous avez des questions, bien, vous nous écrivez. Mais merci, Rose, de nous avoir expliqué un peu tout ça. On comprend mieux comment
comment on va se diriger ou quelle est la réflexion derrière la direction de la signalétique du REM. Merci. Prochaine station est un balado produit par CDPQ Infra. Si vous avez des questions concernant le REM, visitez notre site web rem.info ou suivez-nous sur les médias sociaux.